Merci beaucoup, David. Vous m'entendez bien? J'espère que vous m'entendez bien. Euh, Écoute, ouais, ça fait un moment que je m'intéresse. Alors, je suis en train de finir une carrière où j'étais responsable juridique pendant plusieurs années dans différentes banques. Mais en parallèle, donc depuis 7 ans, je me passionne en fait pour les cryptos. Donc voilà, j'ai fait un blog, j'ai écrit un bouquin, j'ai une chaîne YouTube et j'ai un coaching en fait toutes les semaines, ce qui m'oblige un peu évidemment à vraiment suivre le marché, suivre les news et surtout suivre la défi. Me suis vraiment spécialisé dans la finance décentralisée, donc qui est vraiment un univers qui est en train d'apparaître et qui est en pleine explosion. Mais ça m'empêche pas non plus évidemment de suivre un peu toutes les tendances, tous les narratifs qu'il y a en ce moment. Il y en a beaucoup et tous les projets. Donc, ce que je vous propose, alors surtout n'hésitez pas à m'arrêter, hein, vraiment, n'hésitez pas s'il y a des questions si je suis pas assez clair sur certains points. Je vais essayer de développer un maximum les points qui sont un peu techniques, essayer d'expliquer ou, enfin voilà, essayer de ce qui me semble intéressant. Mais surtout n'hésitez pas à m'arrêter. Et, euh, et donc, je vais commencer par un petit point d'actu de ce qui s'est passé un peu pendant le mois de novembre. Et après, je ferai peut-être un point marché où on verra ce qui s'est passé sur le Bitcoin, les Ethers récemment et potentiellement quelques analyses on-chain, hein, puisqu'on a quand même pas mal de métriques qu'on peut sortir, qu'on peut extraire de la blockchain et qui ont finalement qui donnent des indicateurs tout nouveaux, mais qui nous donnent un peu le sentiment sur le marché et enfin voilà la façon dont se comporte le réseau. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on le compare au cycle précédent, parce que vous savez qu'il y a des cycles, le Bitcoin fonctionne par cycle et qu'on est dans le troisième cycle haussier et que voilà, donc on compare le réseau, la façon dont le réseau se comporte par rapport au cycle précédent. Ce que je voudrais, je vais juste partager mon écran si vous voulez bien. Voilà. Et donc, je crois que vous voyez bien hein, quand je fais quand je passe de l'un à l'autre comme ça. Oui, superbe. Euh, donc, je vais juste commencer. Je vais passer assez rapidement quand même sur les faits marquants du mois de novembre parce que bon, il y a des choses importantes à noter et je pense que c'est évidemment la réglementation. Hein. On sait tous que la réglementation arrive. C'est un sujet très important dans l'univers des cryptos. On a une adoption de masse. On a une adoption des instits depuis ce marché haussier. Donc depuis le crash du Covid en mars, mais particulièrement depuis octobre 2020. Et donc, on a une adoption, vous vous souvenez, avec PayPal, avec MicroStrategy, qui continue d'ailleurs, MicroStrategy, à accumuler des bitcoins. Je ne sais pas combien de milliards ils en ont. Ils en ont vraiment énormément maintenant. Je crois que c'est autour de... Alors MicroStrategy, qu'est-ce que c'est? Juste Alors, pour dire. MicroStrategy, c'est marrant parce que MicroStrategy, c'était une boîte de conseils en stratégie, donc dans la tech. Et donc, il était pas du tout dédié à faire ça, en fait, à accumuler des bitcoins. Et puis, ça a été un des premiers, un des premiers, une des premières boîtes cotées à accumuler à acheter des bitcoins et à les ajouter sur sa balance sheet. C'était la première, en fait, avec justement Square. On voit, vous savez, c'est la boîte qui dirige, qui est derrière Twitter. Et donc ça, c'était les deux premières au début. Et quand on a vu PayPal arriver, donc ça c'était en 2020, octobre 2020, quand on a vu PayPal arriver, là on a eu un espèce de FOMO des institutionnels qui ont commencé à s'intéresser au Bitcoin, à en ajouter à leur balance sheet. Puis après, on a eu donc Elon Musk qui est arrivé. Après, on a eu tous les Mastercard, tout ça. Et Mhm. MicroStrategy, c'était un peu le pionnier en histoire. Et il continue à en accumuler. Donc c'est assez Donc intéressant. MicroStrategy, c'est incarné par une personne qui est. Que tu connais, oui. D'ailleurs, dis-moi, je me souviens plus du nom en fait. C'est Michael Taylor, je crois, c'est ça, Merci, un des merci. premiers à Exactement. adopter les yeux rouges Voilà, pour exactement. être les fans de l'écosystème. À Voilà, partir du moment où il y a eu l'adoption des instits, tout le monde a mis les yeux rouges dans son profil. voilà. C'était un peu la blague. Et d'ailleurs, ça continue. Hein. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, ça fait partie de tout justement cet univers un peu décalé, mais qui est Complètement. effectivement finalement assez sympa. Mhm. Et donc là, on a Janet Yellen qui est quand même et ça c'est un point super important parce que les FAT, vous savez, c'est le Financial Action Task Force. Vous savez ce que c'est plus ou moins, c'est un groupement d'États. Ils font des recommandations sur la finance en général. Mais donc là, en novembre, novembre 2021, ils avaient dit qu'ils allaient se prononcer sur, ils allaient changer leur article 16 en gros pour imposer des KYC. C'était toute la question. En fait, ils voulaient imposer des KYC aux applications de la finance décentralisée. Et ça, évidemment, ça pose un problème majeur parce que ces applications décentralisées, par définition, n'appartiennent à personne. Et donc, c'était faire reposer
l'obligation de vérification de l'origine des actifs qui arrivent sur ces 10 apps, donc ces applications décentralisées, à des équipes qui n'ont pas fondamentalement le contrôle sur le réseau, pas toujours. En deux mots, si vous voulez, je ne sais pas si vous savez, mais en gros, les applications décentralisées de la DeFi, c'est ce qui est en train de vraiment de se développer en ce moment. En gros, c'est comme des sites internet, hein, sauf que au lieu que la base de données soit enregistrée sur des serveurs, elles sont enregistrées sur des réseaux, et donc elles sont administrées par tout le réseau. Et elles sont généralement enregistrées sur des projets, donc comme Ethereum, dont le business model finalement est de louer la blockchain. Donc la blockchain, c'est la base de données du réseau d'Ethereum, et ce qu'ils font, c'est que voilà, je ne sais pas si je suis très clair, mais en gros, Ethereum loue sa blockchain pour héberger en gros, tous ces projets. Et donc là, il y en a des milliers maintenant sur Ethereum. Ça crée d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a une congestion en ce moment et que les frais sont extrêmement élevés. Donc ça coûte très cher d'utiliser la blockchain Ethereum en ce moment. Ça va changer avec Ethereum 2.0 qui arrive là en 2022. Et donc, en gros, il y a Ethereum, c'est un écosystème avec des milliers d'applications. C'est de loin le plus gros écosystème. Et autour de ça, on a et on l'a bien vu depuis d'ailleurs ce marché haussier, d'autres écosystèmes qui sont en train d'apparaître autour de blockchains comme Solana, comme Terra, comme Avalanche, et donc qui sont un peu les grosses blockchains sur lesquelles il y a Binance Smart Chain, évidemment, sur lesquelles se développent aussi des écosystèmes, des applications. Et dans un futur très proche, ça c'est sans doute un des grands narratifs de 2022, on va voir ces écosystèmes se connecter les uns avec les autres de plus en plus rapidement, à travers des protocoles comme Polkadot ou Cosmos, qui sont un peu les équivalents de TCP/IP au début d'Internet. Vous voyez, quand Internet, c'était juste des intranets des universités, et puis on a eu TCP/IP et SMTP qui sont venus connecter en fait tous ces intranets. Ça a donné Internet. Je pense qu'on va avoir ça, on va avoir un Internet des blockchains très rapidement, et on a déjà des effets de réseau qui sont extrêmement forts sur Ethereum. Quand ces blockchains vont vraiment communiquer les unes avec les autres, ça va être explosif. À mon avis, ça va vraiment, c'est là où on va vraiment assister à l'explosion de la défi. Pour le moment, il y a juste des bridges en fait entre ces univers, mais c'est pas parfait, mais ça viendra. Tout ça pour revenir Stan, ouais, excuse-moi, c'est Nicolas qui. Voilà. dis-moi. D'ailleurs, j'en profite. Hein, merci pour cette initiative, David, et Stan pour ta présentation. Oui, est-ce que tu penses que justement le développement d'Avalanche vient du fait que le prix sur l'Ethereum, donc le gaz, il est vraiment en train d'exploser. Bon, là, c'est un peu plus stable. Ou alors ça vient de l'amélioration d'Avalanche, ou alors d'autres choses qui expliquent pourquoi Avalanche rattrape un petit peu son retard par rapport à Ethereum. Bah, un peu tout ça, en fait. Je pense qu'effectivement, il y a des places à prendre en ce moment. Déjà, il y a une demande énorme qu'Ethereum n'arrive pas à assouvir complètement. En fait, Ethereum, pour le moment, c'est vraiment dédié enfin, faut investir des montants importants pour être rentable et pour que ce soit intéressant. Ce qui fait qu'effectivement, il y a des places qui sont prises en ce moment, des places de marché, notamment par Solana, hein, qui s'est placé en 4e position, Avalanche qui reprend en ce moment, qui est en train d'exploser aussi. Mais la technologie d'Avalanche est très intéressante. Elle est très novatrice. Ils ont souvent ils reposent en fait, sur des protocoles, sur des mécanismes de consensus qui sont beaucoup plus efficaces que celui d'Ethereum. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Donc, en fait, en gros, généralement, ils ont des transactions par seconde qui sont extrêmement rapides, avec on paye zéro, quoi. On peut faire beaucoup de transactions. Alors, Avalanche bénéficie aussi du FOMO en fait, un peu de cette. Là, on est vraiment dans le grand narratif des plateformes de smart contracts en ce moment. Et ils en bénéficient parce que finalement, l'écosystème développé sur Avalanche n'est pas énorme en ce moment. Il n'est pas démesuré. Il est beaucoup moins développé que sur Solana, par exemple. Enfin, c'est ce que je crois, hein. Même si il y a énormément de développement, il y a énormément d'investissements qui sont faits actuellement, et ça va se développer très, très, très vite. Mais Avalanche, c'est intéressant. Moi, je pense qu'il y a, de toute façon, on voit comment ça s'est développé ces 2 derniers mois, en fait. Il y a déjà un écosystème qui est en train d'apparaître de défis. Hein, on voit Trader Joe, il y en a pas mal, hein, qu'on utilise, que moi j'utilise depuis un moment déjà, et que finalement fonctionne très très bien, et qui vont se développer. Donc, ce qui est intéressant aussi avec Avalanche, c'est qu'il y a vous savez, ça fonctionne, il y a 3 pôles, et qu'il y a un pôle qui est EVM compatible, c'est-à-dire qu'il est
Ethereum Virtual Machine compatible, c'est-à-dire qu'il y a des applications d'Ethereum construites sur Ethereum, donc en Solidity, qui vont pouvoir se porter extrêmement facilement sur Avalanche, se dupliquer hyper facilement sur Avalanche sans avoir à tout réécrire. Et ça c'est extrêmement puissant, je pense, pour l'avenir. Et Stan, ça existe un site comparatif des performances de chaque blockchain, peut-être pas live, mais au moins. Oui, bien sûr. Ça existe, ça? Bien sûr, bien sûr. Tu as Diap Radar, mais aussi, tu vois, juste si tu as envie de voir les performances différentes, tu as Defilama qui est assez intéressant aussi, où tu vois, tu as toutes les différentes chaînes, justement, par TVL. Tu vois, ils sont classés par TVL. TVL, c'est quoi? C'est Total Value Locked. C'est en gros l'ensemble des actifs, des tokens en tant qui sont enregistrés, qui sont déposés dans ces protocoles, dans ces pools de liquidités, en fait. Parce que l'immense majorité des protocoles de la finance décentralisée, en fait, c'est des pools de liquidité. Et tu vois, Ethereum, bien qu'il soit challengé actuellement, reste de très loin avec 180 milliards de TVL, le protocole qui est le plus utilisé. Après, on a la Binance Smart Chain, qui est très, très intéressante aussi, avec des sites comme PancakeSwap. Bon, c'est toujours des noms un peu loufoques, mais ils ont finalement, on a PancakeSwap, on a Elixir, on a beaucoup de protocoles, Autofarm, et ce qui est intéressant, c'est que ces protocoles, en fait, sont des applications, hein, commencent à devenir cross-chain, c'est-à-dire qu'ils commencent à tous interagir et à être présents sur ces différents écosystèmes dont je vous parlais. Mais vous voyez, tu as Solana et Avalanche qui vient de prendre, qui est en 4 places, mais qui est en 4e place, ce qui n'était pas le cas il y a pas si longtemps. Et on a une TVL à 13 milliards, ce qui n'est pas ridicule, effectivement. Si tu veux avoir des infos sur… je te montre juste, c'est Diap Radar. Là, c'est assez intéressant. D'ailleurs, ils vont sortir un token. Diap Radar, tu as toutes les… si tu veux aller voir, en fait, c'est plus les volumes sur les différentes chaînes. Je t'avoue, je ne l'utilise pas vachement, en fait, Diap Radar. Je m'en sers pas vachement, mais je sais que tu as toutes les infos en termes de volume d'applications sur les blockchains, et c'est assez bien fait. Ils vont émettre un token bientôt, après ce que j'ai pu voir. Donc, voilà, tu vois, tu as toutes les chaînes ici. Et tu vas les voir et tu as les principales applications. Tu as ça aussi sur… je ne vais pas m'étendre trop, mais tu vois, si tu vas aller sur Ethereum, par exemple, tu as toutes les principales applis. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, tu as MakerDAO, Curve, en termes là, toujours de TVL. Tu vois. Ok, super intéressant. Super intéressant. Stan, je te pose une question, mais tu n'es pas obligé d'y répondre maintenant si Moi, tu dis-moi. avais. Tu as mentionné un point vachement important concernant donc, ce qu'on appelle l'interopérabilité. Donc, avoir une DApp qui, par exemple, est développée sur Avalanche, mais qui peut être compatible avec d'autres, etc. Ouais. Qu'est-ce qui, tu penses, facilite ça? Est-ce que c'est des nouvelles technologies ou des nouvelles… En fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui est derrière? Bah, en fait, je te dis, il y a plusieurs options. En fait, et justement, il y a plusieurs options et il y a plusieurs compétiteurs pour ça, justement. Comme il y a dû y avoir au début d'Internet. Je ne connais pas les protocoles qui ont été en compétition avec TCP et IP, mais il y a dû y en avoir. Eh bien, là, par exemple, on a Cosmos qui offre ce qu'ils font, c'est qu'ils offrent un environnement de développement avec donc ils ont un SDK. Ça permet de construire très facilement des blockchains et surtout, ils ont déjà des applications qui sont construites dessus et qui sont compatibles avec d'autres. En fait, les bridges sont déjà intégrés. C'est-à-dire que, faudrait que je te montre. Là, j'ai fait plein de vidéos dessus et c'est Polkadot, c'est pareil. En fait, ils ont une relay chain centrale et ils ont plein de parachains qui viennent se greffer dessus. La relay chain sert en fait à assurer la sécurité du réseau et chacune des parachains, enfin il y en a beaucoup qui sont compatibles avec d'autres réseaux et qui permettent en fait à toutes les applications à travers ces bridges de correspondre avec celles de tout l'univers. En fait, ça va connecter les univers. Tu vois, et donc en gros, ça permettra d'abord, dans un premier temps, de transférer des tokens, ce qui est le cas, et dans un deuxième temps, d'actionner des smart contracts, ce qui commence à être le cas, notamment avec IBC sur Cosmos. Ça, je peux vraiment rentrer dans les détails, mais il faudra faire une autre session si tu veux. Non, mais ça me suffit. Merci beaucoup. Mais ouais, il y a plein de solutions qui se développent. Sachant que chaque projet se développe aussi des bridges directs entre blockchains. Donc voilà, on a cette réglementation qui arrive et on voit d'ailleurs que ça monte quand on a le Gary Gensler qui commence à raconter que voilà, l'univers des cryptos est en compétition avec l'univers bancaire traditionnel. Bon, c'est vrai, c'est pas complètement vrai non plus hein, quand on regarde.
la TVL. Enfin, quand on regarde la taille des marchés, les cryptos, c'est 3 000 milliards actuellement. Bon, c'est un peu plus gros que l'argent. On est très, très, très loin des marchés traditionnels, hein, soit le change, n'importe quoi. Oui, on est vraiment très loin. Donc, il n'y a pas de risque systémique, à mon sens, hein, bien sûr. Il y a un risque peut-être de souveraineté, mais il n'y a pas un risque fondamentalement systémique. Mais on commence à l'entendre de plus en plus avec donc, le Salvador, vous savez, qui a décrété que le Bitcoin avait cours légal, donc en gros au même titre que je crois que c'est le peso donc salvadorien, et donc en gros on peut payer ses factures, on peut payer ses impôts, on peut payer n'importe où en dollars. Tout le monde pardon, en Bitcoin, tout le monde est obligé de l'accepter. Donc ça, évidemment, le FMI le supporte pas. Donc ça, on avait aussi la banque d'Angleterre et en fait, on entend, il y a tout un bruit au fond, on a tout un bruit de fond avec Hillary Clinton aussi, qui met son grain de sel. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir en 2000, l'année prochaine, des réglementations. Alors, aux US, a priori. Nous, en Europe, on a le Stable Act pardon, c'est pas le Stable Act, c'est MiCA qui va arriver dans 2-3 ans, a priori. On aura, qui correspond en gros, je ne sais pas si vous connaissez un peu le régime PSAN, mais en gros, ça va être un peu ça. En gros, nous, ce qu'on a créé en France est déjà assez avancé. On n'aura pas beaucoup de changements en implémentant la directive MiCA. Aux US, ils sont en train de mettre en place. J'en parle rapidement, hein, parce que je ne vais pas non plus trop m'étaler, mais ce qui leur pose le plus de problèmes en ce moment, ce sont les stablecoins. Vous savez, les stablecoins, ce sont des actifs donc, qui ont la même structure, hein, en gros, que des bitcoins ou des ethers, sauf qu'ils ne sont pas volatiles. Donc, en gros, vous prenez un dollar, vous le mettez en banque et vous créez un USD coin ou un Tether, vous voyez, par exemple, qui sont les deux principaux stablecoins. Et si vous voulez récupérer vos dollars, vous brûlez le Tether. Mais en gros, c'est le cash de l'univers des cryptos. Vous voyez, c'est les volumes de trading dans l'univers de la DeFi, notamment, sont de très très loin ceux du Tether, parce que c'est utilisé pour collatéraliser tout l'univers des dérivés. Avant, ils étaient collatéralisés en Bitcoin, maintenant il y en a quasiment plus. Tout se fait en Tether. Donc c'est vital en fait pour l'univers des cryptos. Et évidemment, c'est de la tokenisation de cash. Donc c'est énormément de cash qui rentre dans l'univers, beaucoup. Et du coup, effectivement, il y a des KYC à l'entrée, mais il y a souvent des problèmes de parité, notamment entre justement ce qui est censé être représenté, les Tether. Vous voyez ce que je veux dire, entre ce qui est en banque et on s'est vu avec Tether, il y a un gros scandale en ce moment en fait avec Tether depuis longtemps. Ils ont des doutes sur la composition du collatéral de Tether derrière. Tout à fait, tout à fait. Et c'est totalement justifié. Hein. C'est totalement justifié. Hein. Il y a eu énormément de magouilles au début avec Tether, ce qui n'est pas le cas avec USD Coin, par exemple. Hein. USD Coin, c'est beaucoup plus clean. C'est Coinbase et Circle, c'est investi par Goldman. C'est beaucoup plus clean, en tout cas. Mais ils ont envie de… Enfin, c'est plus transparent. Et en tout cas, c'est clair que la réglementation arrive sur ce point-là, sur l'obligation de parité entre… Et c'est au final une bonne chose. Hein. Enfin, parce que sinon, si effectivement, on ne peut pas… si jamais Tether fait défaut, enfin… Ça reste centralisé, Tether. Hein. Ce n'est pas un réseau décentralisé. Donc, si jamais on s'aperçoit qu'il manque la moitié des Tether qui ne sont pas backés par l'équivalent, là, effectivement, on peut avoir des bank runs. Donc, je pense que c'est même assez important qu'il y ait une réglementation. Et dans l'univers des stablecoins, Tether, ça représente à peu près combien par rapport aux autres stablecoins? Tu saurais dire? Ça diminue énormément, mais c'est autour de 40%, je pense. Okay. C'est la troisième market cap des cryptos, non? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais après, on a l'USD Coin qui se développe très vite. Et puis, on a aussi, justement, on a les DAI, donc, qui est le principal stablecoin décentralisé qui est créé par MakerDAO, qui est backé, lui, par un panier d'autres cryptos, donc des Ethers, ce que vous voulez. Ça, c'est assez intéressant aussi, mais ça reste adossé au dollar. On a UST surtout, donc, qui est le stablecoin de Terra, l'univers de Terra qui explose en ce moment. Donc, je pense qu'on va voir de plus en plus de stablecoins se développer dans un futur proche. On va avoir une offre de plus en plus et potentiellement, on a le Tether euro, mais on n'a pas encore de stablecoin euro, vous voyez. Enfin, ou alors avec des market cap marginales. Donc ça va être quelque chose qu'il va falloir aussi mettre en place. Et dernière petite parenthèse sur le sujet, pourquoi ils vont réglementer les stablecoins? La réalité, c'est qu'on a des CBDC, dont vous avez peut-être entendu parler, des Central Bank Digital Currencies qui arrivent à échéance 5 ans, un max, et ils sont en train de préparer le terrain. Donc, c'est clair qu'on va avoir un euro digital,
dollar digital, on a déjà un yuan digital. Et donc, effectivement, les stablecoins sont en concurrence directe avec ces projets-là. Donc, c'est le Libra, hein, initialement, de Facebook, qui avait jeté un pavé dans la mare, qui avait réveillé tout le monde d'un coup. Donc, voilà, il s'aperçoit qu'il y a des corporations qui vont quand même potentiellement pouvoir concurrencer des États en termes de souveraineté, parce que ça reste du cash, quoi. Voilà, c'est un peu le tour d'horizon. Et à côté de ça, on voit que, en fait, on a des volumes dans la finance décentralisée. Donc, je pourrais aborder les NFT, je pourrais aborder les autres narratives aussi, hein, les NFT qui sont beaucoup développés, je vais en parler un petit peu, mais c'est vrai que pour le moment, je parle un peu de la DeFi. On s'aperçoit qu'on a des volumes qui sont quand même croissants, qui sont pas, vous voyez, on a eu le crash du mois de mai ici, les volumes étaient quand même crescendo, on voit on est plutôt dans une phase croissante. On voit aussi qu'Uniswap, les deux versions d'Uniswap ici occupent en fait une part vraiment importante vous voyez, une part importante du volume, et ça c'est plutôt intéressant parce que c'est sur Ethereum. La version 3 d'Uniswap est super intéressante parce que en fait on peut vraiment optimiser la liquidité. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, mais il y a vraiment un moyen d'optimiser la liquidité qui est super intéressant. On peut la focuser sur un. Bon, j'ai fait des vidéos dessus, je vous renvoie sur ma chaîne si vous voulez aller les voir, parce que Uniswap, c'est un automated market maker. Ce qu'il faut voir, c'est en deux mots, hein, toutes les applications de la DeFi, ce qu'elles font, c'est qu'elles répliquent les instruments financiers de la finance traditionnelle. Sauf qu'il n'y a pas d'intermédiaire, sauf que c'est complètement décentralisé. Donc, vous voyez, Uniswap, ce qu'ils font, c'est qu'ils apportent de la liquidité au réseau. C'est des pools de liquidité et en gros, il y a deux intervenants. Il y a d'un côté ceux qui immobilisent, par exemple, deux stablecoins, par exemple, vous voyez, des Tether et des USD coins. Et de l'autre côté, les traders qui vont utiliser ces pools pour swapper ces USD coins et ces Tether. Vous voyez ? Et en gros, les traders payent des fees qui sont reversés aux personnes qui immobilisent leur liquidité dans des pools. Ces pools sont des smart contracts, hein. Et donc voilà, c'est relativement basique, mais une grosse partie de la DeFi, c'est des pools de liquidité et qui sont utilisés pour faire n'importe quoi. Après, vous voyez, on a notamment DYDX c'est une plateforme qui font des perpetuals, quoi. Ils font des futurs perpétuels. Et ce qui est dingue, en fait, c'est tout récent, mais on voit que même une plateforme qui est décentralisée comme DYDX sont capables de faire des volumes plus importants que Coinbase, que Binance. Donc, vous voyez, ils offrent des slippages de 0,14%. Ça veut dire qu'il y a une offre énorme, en fait. Ça veut dire qu'il y a énormément de volume. Et donc, voilà, ils offrent, on a ça pour les options, on a ça pour les futurs, on a pour tout, en fait. Il n'y a pas tellement de… On peut faire même, il y a une plateforme qui s'appelle Uma qui permet de faire des produits structurés. Donc, je veux dire, c'est que le début, mais finalement, tous les produits de la finance traditionnelle sont là. Et évidemment, on peut faire du lending, évidemment, on peut emprunter, on peut faire du leverage, enfin, tout est possible. Ouais, tout est décentralisé. Et effectivement, en ce moment, il y a des fees. Enfin, les rendements sont beaucoup plus élevés parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. C'est clair. Est-ce que je pourrais vous poser une question, s'il vous plaît? Bonjour, Cyril Olagnon. Merci beaucoup, Stanislas, de cette brillante présentation. J'aimerais vous poser une question de béotien, parce que je crois qu'il y a vraiment un truc que j'ai pas compris, malgré mes efforts pour m'intéresser à ce sujet des monnaies cryptées. Je comprends l'usage des smart contracts, Ouais. mais je n'arrive pas encore à bien cerner quel peut être un usage des monnaies cryptées, des monnaies crypto, quand on n'est pas dans une activité illégale ou de financement criminel, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs. Quand on n'est pas dans quand on n'est pas dans un état hyper vulnérable et failli, qui fait que avoir une monnaie cryptée, c'est incommensurablement plus agréable que la monnaie banque centrale d'un état fragile. Quels sont les cas d'usage business hors smart contract où une monnaie crypto aide véritablement à résoudre une difficulté de marché que la finance traditionnelle ne peut pas adresser? En fait, c'est assez compliqué parce que là, pour le coup, effectivement, là, pour le coup, vous parlez du Bitcoin, en fait, là, parce que le Bitcoin, par exemple, et Ethereum n'ont rien à voir. Vous voyez, le Bitcoin,
je voudrais juste essayer Ce qu'il faut clarifier, en fait, c'est que les cryptos, vous voyez, les Ethers, par exemple, puisqu'on parlait d'Ethereum, les Ethers, ça sert à récompenser, en fait. Ça sert à récompenser. Il ne faut pas les voir comme une monnaie, en fait. Ça sert à récompenser l'implication de tous les intervenants du réseau, que ce soit les développeurs, les mineurs, tous ceux qui agissent sur le réseau sont rémunérés en Ether. Et si le service qui est rendu par le réseau est bien rendu, et que le prix des Ethers augmente, c'est pour rétribuer tous ceux qui ont permis à ce réseau décentralisé de bien rendre ce service. Je ne sais pas si je suis clair. Ce que je veux juste te dire, c'est qu'il y a l'immense majorité des tokens, donc qui ne sont pas des cryptos, en fait. Qui ne sont pas des monnaies, quoi. C'est les monnaies d'un petit écosystème. Voilà. Mais elles ne sont pas pour objectif, elles n'ont pas pour vocation de concurrencer une monnaie nationale. Pas du tout, en fait. Et Stanislas, si je peux juste ajouter, ouais. il y a par exemple Binance qui offre sa carte de crédit de crypto. Tu peux payer n'importe quel restaurant ou n'importe quel achat dans le monde entier avec ton portefeuille de crypto, qui est contre-valorisé effectivement avec la devise du pays au moment où tu payes. Et encore, je crois que c'est uniquement euro-dollar ou un truc comme ça. Mais du coup, normalement, le but, c'est de t'éviter déjà des frais de change que tu peux avoir si tu traverses les frontières. Et il y avait aussi, tant que les salaires ou les paiements des impôts, etc., tout ça, ça ne sera pas un peu digitalisé. Ça va limiter un petit peu l'utilisation d'une monnaie telle quelle, mais le jour où ça va commencer à s'ouvrir, c'est là où on pourra payer, quel que soit l'endroit où on veut dans le monde, avec une seule et même monnaie, ce qui sera une perte de pouvoir pour les pays, mais c'est là où ça va commencer à être… Moi, j'y crois pas particulièrement. Ça. Enfin, je pense pas que les États les feront faire ça. Enfin, non, je pense que les CBDC, les central bank digital currencies arrivent, elles seront convertibles les unes avec les autres. Elles reposeront très probablement sur la technologie de la blockchain, mais qu'il y ait une seule et unique monnaie qui soit complètement décentralisée, incontrôlée, c'est sûr que non, ça n'arrivera jamais. Ouais, il n'y aura plus qu'une seule. Et après, il y a aussi le futur qui est dans les métavers, où là, potentiellement, tu paieras, voilà, c'est un autre sujet, mais tu pourras payer avec des crypto-monnaies au sein de ce système-là, quel que soit ton endroit dans déjà le cas, le monde. C'est déjà le cas. Le gros de l'adoption de masse arrive par le gaming en ce moment. Hein. Enfin, les NFT et le gaming surtout. C'est-à-dire que tu joues, tu fais des jeux, les jeunes là sont payés, mais t'es rémunéré, quoi. Tu peux investir, tu achètes un token et après, ton NFT, ça peut être ton armure, tu peux aller la revendre dès que tu l'as gagné. Enfin, il y a des jeunes qui vont être millionnaires très rapidement avec le gaming. Et parce qu'après, tu vois, c'est comme Sora. Il y en a déjà qui ont arrêté de travailler dans les pays. Bien sûr, c'est les Philippines et puis le Venezuela. Hein, ça, c'est un modèle qui émerge, qui s'appelle le Play to Earn. Et les premières plateformes de gaming qui s'appellent AXS, Axie Infinity, qui ont mis ça en place avec plusieurs types de jeux, mais il y a certaines personnes qui ont arrêté leur job, et des très bons jobs dans ces pays, parce que le coût de la vie est… Enfin bref, c'est peut-être pas le sujet. Et Stanislas travaille pour la gloire maintenant, puisque depuis le temps qu'il suit les marchés, et on sait qu'il ne travaille que pour le plaisir. Ça dépend, mais c'est vrai qu'avec les rendements de la DeFi, ça devient de plus en plus possible d'obtenir un revenu, mais un revenu qui limite pourrait libérer, qui pourrait être libératoire, tout à fait. Surtout qu'on a une flat tax en France, c'est plutôt clair de 30%. Oui, je pense qu'il y en a de plus en plus qui vont vivre des cryptos, ça, aucun doute là-dessus. Donc voilà, justement, tu parlais des métaverses. On a donc, ça explose sur Ethereum. On avait vu que, ça c'est grâce à évidemment Facebook qui se retransforme, qui change son nom en Meta, mais on voit qu'en fait, il y a une chaîne, notamment Solana, qui est en train d'énormément se développer dans l'univers justement des NFT et des métaverses. Et donc là, il y a des grosses parts de marché qui sont en train d'être prises. C'est super intéressant, je pense. Donc Solana à suivre vraiment d'assez près. Et je voulais mentionner aussi Badger. Bon, Badger, c'est assez intéressant. Enfin, c'est des bitcoins. C'est comment optimiser ces bitcoins sur Ethereum. Donc en gros, on enrobe les bitcoins et on les met. Et ils viennent d'être hackés ce matin. Donc là, il y a eu. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que ça reste quand même le Far West. Ça reste
Bien sûr. Ça reste des smart contracts qui se font hacker et qu'il y a très régulièrement des hacks, même sur des protocoles comme Badger qui sont quand même qui ont été audités 10 fois et qui sont quand même censés être solides, quoi. Donc, si vous avez d'autres questions, moi je suis ravi d'y répondre. Sinon, juste ça, pour ADA, c'est pas considéré c'est pas considéré comme une blockchain ou un concurrent d'Ethereum. Cardano, tu veux dire Cardano, c'est ça? Oui, Cardano, oui. Bien sûr. Mais en fait, le problème de Cardano, tu vois, c'est que ça a été créé en 2015. Et alors, ils ont 90, ils ont 90, c'est des patents, je suis désolé, et en fait, ils ont fait un truc hyper propre. Ils ont travaillé énormément, mais ils n'ont pas encore le moindre smart contract sur live. En fait, ils n'ont pas encore une application. Donc, vous voyez, par exemple, sur les chaînes, ils n'ont aucune TVL parce qu'ils n'ont même pas ils ont rien en fait. Donc effectivement, donc c'est ça qu'on le reproche un peu ces derniers temps parce que ouais, ça va être live. Ça va être live maintenant, mais au bout de 7 ans, quoi. Voilà, donc effectivement, là, après en février, il y aura un DEX, un échange décentralisé sur Cardano, mais ça sera le premier et ça sera au bout de 7 ans. Donc moi, je suis plutôt assez impressionné qu'il se soit maintenu aussi longtemps au niveau de un haut niveau de valorisation, quoi. C'est-à-dire Stan, ça veut dire qu'ils n'étaient pas présents dans le DeFi, mais ils étaient présents ailleurs. Nulle part. Nulle part. Okay. Ah non, ils n'avaient aucune application. Il n'y avait rien qui était construit dessus, quoi. C'est juste la technologie qu'il faut reconnaître est super intéressante. Et voilà, ils ont, je sais pas combien, une centaine de brevets. Donc ils ont vraiment ils ont bossé avec des universités, ils ont fait un truc hyper carré. Et en même temps, on arrive à la fin du process et genre 2-3 jours avant le lancement justement du mainnet, il y a eu, je crois il a failli y avoir un hack. Et donc là, ça aurait été, c'est destructeur. Enfin pour eux, ça aurait été... C'est-à-dire qu'on s'attend avec cette technologie quoi, d'avoir une super scalabilité par rapport aux autres, ou alors c'est quoi après 7 ans de travail côté infra? Ils ont un mécanisme qui est super intéressant. Ils peuvent, ce qu'ils disent, c'est qu'ils peuvent atteindre 1 million de transactions par seconde. Je crois que j'ai fait une vidéo assez précise sur le sujet. Si vous voulez aller la voir, effectivement, où j'expliquais comment ils faisaient pour arriver là. Okay. Je vous ai mis le lien d'ailleurs de la vidéo dans le chat. Merci David. Avec plaisir. On va mettre des pouces bleus et on va suivre. J'espère. Non, mais c'est ça. La page LinkedIn du club et puis la page de la chaîne YouTube de Stan. Et le pouce bleu, ouais. Et les yeux rouges. Ouais. Les yeux rouges, j'ai pas oublié les yeux rouges. Et peut-être quelques mots rapides sur les marchés. Alors, moi, je suis pas un chartiste de formation. J'ai quand même, ça fait un moment que je le suis maintenant, et j'ai suivi surtout tous les indicateurs on-chain depuis longtemps. Donc ça, je vais pouvoir vous dire un peu, vous en présenter un ou deux en fait. Mais ce qu'on voit, c'est que pour le mois de novembre, concrètement, on a juste corrigé. On a eu un all-time high début novembre et qu'on a fait que corriger. Alors, pour le moment, pour le Bitcoin, ça reste toujours. On avait un canal en fait qui était assez clair. On est sorti de ce canal. On est toujours sous la trendline. C'est pas du tout spécialement bullish. On a Ethereum pour le coup qui est beaucoup plus bullish, mais qui est passé au-dessus de sa trendline, mais en fait pas tellement. Il faut absolument qu'on ne descende pas en dessous justement de cette zone de premier arrêt, à mon sens. C'est la zone 4004, c'est ça à peu près? Non, 0,382. C'est le premier arrêt parce que sinon, ça va commencer à dessiner. Ouais, ça va commencer à dessiner des patterns qui sont assez bearish et en weekly. Donc, moi, je pense que voilà, on a un momentum. Pour moi, on reste dans un marché haussier pour le moment, mais à court terme, on peut potentiellement continuer à avoir une correction parce que, comme on voit le marché des cryptos, mais alors potentiellement comme les marchés traditionnels, en fait, on a des corrections généralement quand on a une surchauffe des marchés dérivés, quoi. C'est un peu toujours la même chose. Là, c'était juste pour montrer que finalement, la correction qu'on a actuellement n'est pas si violente que ça par rapport à ce qu'on a pu connaître dans ce marché haussier. Vous voyez, qui a commencé ici en gros en mars 2020. On a eu pas mal de corrections, la plus forte étant évidemment celle de mai. Mais ça reste... Ouais, Stan, justement, tu viens de mentionner quelque chose qui m'intéresse là. Tu fais le lien entre la devise, donc le crypto, dans l'occurrence Bitcoin, qui est un sous-jacent, et le marché des dérivés. Et donc, ma compréhension des choses, c'est côté crypto,
derivatives, que le marché était quand même très peu développé. Bah non, en Et fait. donc, alors, comment tu expliques ce lien? Alors, Bah, en fait, on part du principe que, enfin, tu vois, quand on a par exemple des funding rates qui sont super élevés, tu vois, genre comme ici, on part du principe que quand on a des dérivés qui sont hyper leveragés et qui sont hyper longs, tu vois, qui sont bullish, le spot va l'être aussi, et vice-versa, tu vois. Et que finalement, quand on a des funding rates qui arrivent à ces niveaux-là, ça commence à devenir trop cher pour les whales et généralement, elles renversent leur position et elles prennent des longues, elles prennent des shorts, tu vois. Et c'est un peu, c'est un des indicateurs d'une batterie d'indicateurs, tu vois. C'est juste que, effectivement, et comme les perpétuales sont effectivement assez populaires, mais c'est juste, ça nous permet de voir un peu, mais après, il y a plein d'autres façons de le voir. Les open interest, par exemple, sont aussi assez intéressants. On voit que quand on a des open interest qui commencent à monter sur les options ou sur les futurs en même temps, on sait que voilà, ça commence à surchauffer. d'accord. Tu vois, en fait, sur Deribit, tu as Deribit est le principal marché d'options en fait des cryptos. Tu vois, on a pour fin décembre, mais tu vois, pour les maturités, donc là, par exemple, demain, ça permet, tu vois, le max paying price, il est à 57. Voilà, généralement, on va rester un peu dans. En fait, on suit d'assez près le marché des dérivés. Enfin, moi, je le suis d'assez près parce que il est assez clair. C'est un peu les mêmes qui placent qui prennent des leviers sur le marché des dérivés et qui sont sur le marché spot, en fait. Traditionnellement, ça se suit. Parce que, outre le fondamental, il y a effectivement les gros fonds qui prennent des positions juste directionnelles pour de la spéculation. Et c'est aussi ça qui fait bouger souvent le Bitcoin et du coup, derrière, toutes les autres cryptos qui sont un petit peu corrélées. Alors, exactement. En fait, finalement, le Bitcoin, il est à la fois, il dirige le marché encore. Toutes les autres cryptos, enfin, les 40 premières sont complètement, les 50 premières sont complètement corrélées au Bitcoin. Donc, finalement, pour ces whales, pour ces gros acteurs, quand ils ont envie de retourner le marché, ils s'attaquent au Bitcoin et finalement, tout le monde suit. Alors, parce qu'il y a des bots et aussi, mais on s'aperçoit aussi finalement que quand on prend le S&P, en fait, le Bitcoin est extrêmement corrélé au S&P aussi, en fait. Parce que maintenant, ces instituts ont ajouté le Bitcoin dans leur portefeuille et que dès qu'on a une correction du S&P, on a quasiment systématiquement une correction du Bitcoin. Et moi, je suis d'assez près le S&P parce que, enfin, d'assez près, vous voyez, je vois ce qu'il fait aujourd'hui. Pour moi, c'est important ce qu'il fait aujourd'hui. Mais on suit aussi, par exemple, le dollar index parce que le dollar index, traditionnellement, est inversement corrélé avec le Bitcoin. Enfin, et on le voit hyper bien ici. Vous voyez, c'est 2016, c'est le début du marché haussier de 2017. Ça s'arrête, mais là, quoi, au tout début 2018, qui est la fin du marché haussier de 2017. Et là, on arrive, on repart. Donc, le DXY remonte pendant tout le bear market en fait, du Bitcoin pour atteindre son plus haut le 16 mars, qui est le bas du marché, le crash Covid, et revenir ici lors du crash du 19 mai. En fait, on a vraiment un dollar index et un Bitcoin qui sont complètement inversement corrélés. Et le fait que là, le dollar index remonte en flèche depuis quelques semaines, moi, ça m'avait, dans un premier temps, amené à considérer que quand on était, je vais revenir sur le Bitcoin, en fait, vous voyez, on avait le Bitcoin, quand on a eu le rebond, historiquement, je vais vous montrer en fait ce que je croyais. Historiquement, on a eu donc une première patte haussière ici, gros crash du mois de mai, et en fait, on a eu un rebond ici. Ce qui s'est passé dans tous les autres cycles, on a toujours eu donc une bulle. Et c'est la structure traditionnelle des bulles. Premier, donc la bulle éclate, rebond, et après, on perd 80% de la valeur. Et donc, potentiellement, parce qu'on a eu ça sur Ethereum, vous voyez, on s'était dit, voilà, donc bulle explose, rebond, et donc potentiellement, voilà, là, après, le bear market, quoi. C'était une possibilité très claire. D'autant que le marché des NFT était en train de disparaître, et c'était vachement calmé sur OpenSea, et qu'on voyait le dollar index qui est en train de remonter. Donc, c'était une possibilité, vous voyez. Et en fait, pour le moment, si on fait une FIB, je veux dire,
on était pile, en fait, dans le… Pardon. Alors, attends, peut-être ceux qui connaissent, peut-être vous connaissez tous la Fibonacci, mais juste pour que tu resitues, parce que là, en plus… Ouais, non, mais clairement, en fait, justement, ce que c'est juste expliquer, c'est juste pour permettre de… Pardon, désolé, je vais juste… C'était juste pour en fait, ça permet de situer les mouvements du Bitcoin. Mais tout à fait, ouais. Donc le Fibonacci, c'est un indicateur, c'est ça, c'est une suite qui permet, qui est adoptée depuis des lustres. Qui permet de savoir un peu c'est ça, des retracements et des reversals. Voilà, en fait, là c'est la zone de retracement de short qui potentiellement, quand on rentre dans cette zone-là, on sait que statistiquement, il peut y avoir potentiellement des reversements de marché, ce qui était le cas ici. Et en fait, dans tous les rebonds des cycles précédents, on a eu ce retracement ici et le début du bear market, quoi. Qui avait commencé là, mais on a eu le vrai bear market qui a commencé là. Vous voyez. Donc potentiellement, moi je m'étais dit que c'était une possibilité que ça vienne à ce que j'avais expliqué à plusieurs reprises. Et là, on a en fait un marché en deux pattes, donc un peu du style de 2013, si vous voulez. Si on se met, je peux vous montrer rapidement, mais en fait, si on se met en monthly, on a des marchés qui se… Alors, je ne sais pas si on va voir. Ouais, non, ça va être un peu compliqué. Non, je suis désolé. Ça va être un peu compliqué. Mais en gros, on a des marchés. On a eu donc deux cycles. On a eu trois cycles. On est dans le troisième. Mais si on zoomait, en fait, là, on a une première patte haussière, une deuxième patte haussière très forte. Et donc là, on est plus dans un move de 2013, en fait. On est le marché haussier dans lequel on est apparemment. Sauf si on a un bear market maintenant. Mais on aura quand même eu deux pattes haussières, donc une très forte patte haussière ici et potentiellement une deuxième ici. C'est ce que le marché espère. Je ne sais pas si ça arrivera. Ma conviction, je peux évidemment me tromper, hein, ça tout le monde le sait, on n'a pas de boule de cristal, c'est que tant que le S&P ne crache pas et qu'on n'a pas de forte accélération, je ne vois pas comment les cryptos peuvent se retourner maintenant. Je pense que c'est un actif à risque qui bénéficie énormément de l'environnement, enfin de l'abondance de cash actuelle, je pense. Pas comme tous les actifs à risque. Et notamment vis-à-vis de la crise Covid, est-ce qu'on pourra avoir un changement de comportement? Là, clairement, enfin, je veux dire, ce qu'on voit là, c'est le retournement depuis le mois de novembre, c'est ça. Hein. Enfin, on voit bien que le S&P est en train de se corriger. Je te dis, en fait, c'est quasiment systématique. Tu vois. Et là, bon, tu vois, c'est pas mal que ça remonte aussi. On va voir ce que ça va faire la semaine prochaine, enfin demain et la semaine prochaine. Il n'y a pas ce changement, tu penses que ce sera toujours corrélé, quoi? J'en sais rien. Moi, j'espère que ça ne sera pas corrélé. Mais, ouais. Non, mais tu vois, c'est ça. J'espère que l'idée, parce que tout le monde pensait initialement, c'est que les cryptos allaient être un actif, un refuge. C'est perçu en tout cas comme un actif refuge contre l'inflation. On l'a vu quand il y a les chiffres de l'inflation qui sont sortis la semaine dernière, il y a 2 semaines. On a vu l'or faire un gros pic et on a vu le Bitcoin faire le pic en même temps, exactement le même. Donc, je pense que les cryptos sont encore perçus comme un actif à risque, comme un actif qui potentiellement peut protéger de l'inflation parce qu'à moyen long terme, on pense que voilà, ils vont encore s'apprécier. Voilà, même si on a des corrections, je pense qu'il y a une telle alors, difficile. En fait, il y a aussi la question de savoir si on est dans la bulle Internet, quoi. Et mais quand on regarde la bulle, là aussi j'ai fait une vidéo si vous voulez, mais quand on regarde la bulle Internet, la valorisation par exemple des actions Apple à l'époque, on le voit plus en fait sur le long terme tellement ils ont explosé par rapport à cette époque-là. Donc même si on est là aujourd'hui dans une bulle, je pense que la technologie va tellement révolutionner Internet, va tellement révolutionner la façon dont on échange de la valeur sur Internet que voilà, même si on garde ces cryptos pendant 5-10 ans, à mon avis, on va battre l'inflation sans problème. Juste un point, tu sais, on avait parlé de la surchauffe et il y avait un indicateur, c'était le Nupal, je crois. Ouais, Nupal, ouais. Peut-être que tu vas y revenir, mais… Non, mais j'avais pris quelques indicateurs, mais je peux vous montrer rapidement. En fait, sur Glassnode, sur Glassnode, il y en a d'autres. Hein, je peux vous montrer, mais je vais prendre mes favoris. Alors, c'est vrai que peut-être que tout le monde le suit maintenant, le Nupal, et que ce n'est pas forcément très différenciant, quoi. Ouais, mais vous voyez, par exemple, le stablecoin supply ratio, tiens, je voulais le regarder tout à l'heure, c'est assez intéressant. C'est le ratio entre l'émission de stablecoin et la market cap du Bitcoin. Ça, c'est assez intéressant.
Parce qu'en fait, les stablecoins, c'est du pouvoir d'achat en fait, de crypto. C'est-à-dire que quand c'est un indicateur d'investissement des instituts surtout. Hein. Vous savez, les instituts, ils arrivent, c'est un hedge fund, il va voir Tether et leur dit, voilà, est-ce que tu peux m'imprimer pour tant, pour 200 millions, 300 millions et après, ils les injectent et ils vont les placer où ils veulent et où ils vont acquérir des cryptos. Voilà. Mais donc, c'est un bon indicateur. Et globalement, quand ce SSR décline, c'est généralement bon signe. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de pouvoir d'achat de crypto. Et donc là, c'est plutôt bien. Après, on peut aller voir effectivement le Nupal. Bon, il y en a des centaines maintenant d'indicateurs. Le voilà, Nupal. Ouais, le Net Unrealized Profit and Loss. Alors, effectivement, on va étendre la view, mais comme ça, je vais pouvoir vous montrer rapidement les autres cycles. En fait. Vous voyez, le cycle dont je vous parlais à l'instant, c'est celui-là. Première patte haussière, un peu une grosse correction comme on a eu en mai, là. Et deuxième patte haussière, quasiment de même amplitude. Vous voyez. Alors que 2017, c'est un marché qui est beaucoup plus... Enfin, c'est une bulle aussi, mais c'est beaucoup plus droit. Quoi. Alors que là, on est plus en deux temps. Oui. Et donc voilà, après, il y a plein de théories qui disent que le marché va être moins volatile forcément, puisque le Bitcoin on a des instits qui sont arrivés, et donc on a ce qu'on appelle des hodlers de long terme, des personnes qui conservent sur le long terme. Des épargnants, quoi. Ouais, puis non, mais surtout des instits qui conservent, je sais pas, pour eux, c'est un hedge contre l'inflation. Ils considèrent que c'est un hedge, et comme de l'or, tu vois, tu vas pas aller trader ton or tous les jours. Eux, pareil, ils le gardent, c'est peut-être 2% de leur portefeuille, mais ils y touchent pas, quoi. Et en gros, voilà, tu vois, ça va vachement. Et donc, ce que cet indicateur nous donne, c'est un peu le niveau de si jamais, en gros, tout le monde vendait ses tokens maintenant, ces bitcoins, est-ce qu'on serait en profit ou en perte? Est-ce qu'en gros, là, vous voyez, puisqu'on est au-dessus de zéro, là, par exemple, tout le réseau était en perte, et ça donne en gros les périodes d'accumulation, enfin les périodes où il faut en acheter. Ça a été assez précis, on a été toujours dans les bas de marché, vous voyez. Et par contre, ça nous donne aussi les périodes d'accélération, les tops de marché. Donc en bleu, voilà, la surchauffe, quoi. Mais ouais, aujourd'hui, voilà. on est loin du bleu quand même. On est très loin du bleu, mais c'est pas dit qu'on y retourne. Oui, ça a servi de résistance à plusieurs reprises. C'est pas sûr qu'on y retourne. Mais il y en a beaucoup qui pensent qu'on va y retourner. D'ailleurs, là, bon, le stock to flow, maintenant tout le monde le connaît, cet indicateur, c'est celui qui a fait finalement dire que le Bitcoin irait à 100K, parce que vous voyez, on est à 100K. Stock to flow, c'est un indicateur qui est utilisé aussi pour l'or, pour les métaux. Hein. C'est un truc de commodities qui dit que voilà, plus un actif est rare, plus sa valeur augmente. Et que vous savez que le Bitcoin, bon ça, c'est assez, maintenant tout le monde connaît plus ou moins, mais en gros, c'est drivé par ce qu'on appelle des halvings. Vous savez, c'est donc il y en a eu 3. Les halvings, et c'est les cycles du Bitcoin sont drivés par ces halvings. C'est le fait que la rémunération des mineurs est divisée par 2 en gros tous les 210 000 blocs. Et on voit que voilà, c'est prévu initialement par le protocole. Hein. C'est vraiment c'est déterminé comme tel. Et voilà, là on était passé, en gros, les mineurs, dès qu'ils ajoutent un bloc à la blockchain, ils gagnaient 50 bitcoins. Après le premier halving, ils gagnaient 25 bitcoins. Ensuite, donc voilà, 12,5 et aujourd'hui, ils en gagnent 6,25. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme ça que sont créés les bitcoins. Ouais. Alors, on sait qu'à terme, il y en aura 21 millions. Mais aujourd'hui, il y en a 19 millions. Voilà, un peu moins, ouais. Et en gros, voilà, sauf que là, ils sont émis donc toutes les 10 minutes, dès qu'un bloc est ajouté par un mineur, lui, il est rémunéré en recevant 6,25 bitcoins qui va aller après dépenser sur les bourses d'échange. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que en fait, c'est halving, vous voyez, ça crée un effet de rareté immédiat sur les marchés, et ça a toujours entraîné ces marchés hyper boules. Et donc nous, en mai, on savait très bien, on l'a très bien documenté que voilà, quand on a eu ce halving en mai dernier, en mai 2020, c'est là que tout le monde s'est mis à accumuler, et ça n'a pas raté, quoi. On a vraiment eu on a eu donc le marché haussier, et il y en a d'autres qui pensent que ce marché haussier n'est pas terminé. Donc d'après son modèle, donc c'est plan B sur Twitter si vous voulez aller voir. Donc son modèle prédit un Bitcoin à 100K d'ici début 2022. Quoi. Et le prochain halving, c'est quand? Il y en a un autre ou un quatrième, c'est ça? Oui, il y en aura jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'émissions de Bitcoin. Le prochain, c'est en 2024. Et une fois qu'est-ce qui se passera une fois qu'on aura atteint les 21 millions de Bitcoin en circulation?
Ça reviendra au même. Enfin, les bitcoins seront utilisés pour transférer de la valeur sur Internet et je pense que les fees exploseront à ce moment-là parce que il faudra bien que les mineurs continuent à être rémunérés pour ajouter les. Parce que vous savez, la blockchain, finalement, c'est la base de données du réseau. Et toutes les transactions, dès que vous envoyez un bitcoin, vous faites une transaction et cette transaction, elle est enregistrée dans la blockchain. Et ça, c'est des mineurs qui le font. Ils sont rémunérés en bitcoin pour ça. Mais effectivement, s'il y a plus de mineurs, enfin, une fois qu'ils seront tous émis, ils pourront plus être rémunérés en bitcoin. Parce que en fait, à chaque fois qu'ils ajoutent un bloc, il y a des nouveaux bitcoins qui sont créés. Mais Donc, par contre, le risque, c'est quoi du coup? C'est qu'il y a d'autres monnaies qui prennent le relais derrière? non, mais si le bitcoin est toujours en vie, il y aura techniquement ce qui va se passer, c'est que vu qu'ils pourront plus être rémunérés en bitcoin, ils seront rémunérés avec les fees. Parce qu'on paye en plus, on paye des fees. Nous, à chaque fois qu'on fait une transaction, on paye des fees. Là, les En fees- cash, donc, enfin en Non, euros, dans Non, une non, monnaie. en bitcoin, en bitcoin. En toujours en Bitcoin Bitcoin, aussi, d'accord. mais pas sur le minage, mais sur comment dire, Dans les votre, fees. dans votre niveau. portefeuille, quoi. Ouais, d'accord. C'est pas Ok, le protocole qui va les générer de nulle part, c'est vous qui allez les payer avec les bitcoins existants. d'accord. Stanislas, c'est très intéressant. Si on prend la casquette de l'investisseur, là, quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, mais qui malgré tout a pas envie de rater le coche, parce qu'on voit bien il y a quand même un potentiel de marché très très intéressant à la hausse et à la baisse aussi, hein, parce qu'on Ouais, peut, clairement. voilà, et c'est quand même comme tu le disais tout à l'heure, c'est quand même relativement risqué. De ce que tu dis, moi je vois avec ma casquette d'investisseur deux risques. Tu me corrigeras si je raconte des bêtises, mais un qui est lié à la réglementation et on ne sait pas trop quelle orientation ou quel virage vont prendre d'abord le régulateur américain et ensuite les différents régulateurs nationaux. Et j'aimerais que tu me donnes un peu ta vision là-dessus. Et donc l'investisseur, est-ce qu'il peut potentiellement se prémunir contre ça ou finalement c'est un risque à prendre? Et le deuxième risque que tu évoquais, c'est le risque de sécurité, enfin c'est le risque Ouais. technologique, le fait de se faire hacker. Ouais. Et là, est-ce qu'il y a également des solutions de protection possibles ou c'est un risque aussi à apporter finalement voilà, en acquérant ces produits-là? Alors, sur ta première question, je pense que si toi, tu es un investisseur, les Moi, je réglementations. fais du conseil en investissement, mais je pense que les questions vont émerger et donc Ouais, j'aimerais ouais. bien Non, mais clairement, je pense être que capable d'y répondre, quoi. les réglementations visent à protéger les investisseurs, pour le coup. Là, il n'y a aucun doute. C'est plutôt si tu es un porteur de projet de la finance décentralisée que là, tu dois te poser des questions. Tu vois. Parce que, effectivement, l'idée, ça va être à la fois il va y avoir toute la partie KYC qui est claire, qui est déjà énormément développée, hein, dans tous les points d'entrée finalement de l'univers des cryptos, que sont les bourses d'échange, que sont les brokers. Effectivement, là, il y a déjà des KYC qui sont très clairs. Mais après, ils vont peut-être les généraliser à la finance décentralisée, à chacune des applications. C'était le truc le truc du GAFI dont je vous parlais. Mais je ne vois pas ça, moi, comme un risque pour les investisseurs. Non, loin de là, en fait. Après, on va voir comment ça va évoluer. Il y a des chances qu'à terme, en fait, ce qu'ils vont faire, là, je pense, c'est ils vont faire rentrer la plupart des intervenants de l'univers, enfin des acteurs du monde des cryptos. Ils vont leur demander d'avoir une licence bancaire et je pense qu'il va y avoir de plus en plus à ce moment-là, on va voir, je pense, pas mal d'institutions bancaires reprendre la main sur certains sur ça. C'est une des possibilités, je pense. Après, Après, ce qu'il faut voir, c'est que c'est des univers qui sont complètement open source, complètement apatride, complètement et extrêmement compliqué. Enfin, ça va très vite et c'est très compliqué à mon avis à réglementer. Vous voyez, quand vous avez des pays comme le Salvador qui va devenir le nouveau paradis fiscal, hein, en fait, parce que voilà, tout le monde peut aller maintenant là-bas, s'installer et proposer ses services depuis le Salvador à l'ensemble de la planète sans pouvoir être régulé. Oui, c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Je pense qu'il y aura sans doute un darknet de la défi et il y aura la défi propre. Très clair. À mon avis, c'est comme ça que ça va finir, c'est sûr. D'accord. Et tu ne penses pas que la réglementation peut complètement rendre ou tuer cette volatilité qui existe aujourd'hui et qui peut avoir un intérêt pour les investisseurs? Alors, ça, je ne peux pas tellement le dire. C'est vrai c'est des business models après, hein. C'est des business models tous assez spécifiques. S'ils commencent à encadrer les business models, ouais, c'est possible que la volatilité, oui, elle finira par être encadrée. Là, on est dans des marchés qui sont tous sauf réglementés. Donc, effectivement, on a des pump and dump, on a que de la manipulation de marché, en fait. Ouais, c'est ça. On a que de la manipulation de marché. Donc, effectivement, à terme, c'est pour ça que je dis que ça protège les investisseurs parce que tous ceux qui débarquent maintenant, en plus, c'est très facile d'accéder aux cryptos. Ceux qui arrivent maintenant et qui se font, ils peuvent se faire laver sans problème, hein. Voilà,
On voit donc, pour Denefric, tu recommanderais plutôt d'attendre que la réglementation soit sortie, que des choses soient mises en place Moi, le seul conseil que je donne, c'est, au-delà de ne pas investir l'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre et tout, c'est si on rentre, c'est de ne pas sortir, en fait. C'est de faire du long terme avec les cryptos. Ouais, ne surtout pas essayer d'aller timer le marché. On investit dans des tokens qui ont un fondamental intéressant, genre les 15 premiers de CoinGecko, et on n'y touche plus. Voilà. Et on n'y touche plus. Et effectivement, moi, je ne vois pas comment ça peut. Il y aura peut-être des bear markets, mais on en a eu des très violents. Ça a perdu 90% de sa valeur. Résultat, on est maintenant à 60 000. Enfin, voilà. On était à 20 000 au top du dernier marché, quoi. Donc, je pense qu'on n'a encore rien vu sur Ethereum notamment, sur des projets comme ça. Voilà. Mais moi, ce que je dis, ne touchez pas à vos cryptos, quoi. Et est-ce qu'il existe j'imagine qu'il doit exister des fonds qui portent plusieurs monnaies, justement, pour éviter de se retrouver uniquement avec une seule monnaie extrêmement volatile et donc de mutualiser le risque sur plusieurs currencies. Il y a des ETF même. Alors, il y a des ETF qui viennent d'apparaître là aux US notamment, mais c'est des ETF sur futur. Hein. C'est pas des ETF, donc ils investissent dans des contrats de futur. C'est pas du spot. Hein. C'est unicorrency. Mais alors, on a des fonds comme Grayscale. D'ailleurs, je voulais vous montrer parce qu'on a des fonds comme Grayscale. Mais bon, Grayscale, c'est je sais pas si vous avez vu, mais au Luxembourg maintenant, ça y est, on va pouvoir faire des fonds, mais c'est réservé aux instituts. Ce que je veux dire, c'est que ça va arriver très très vite. On va avoir des fonds maintenant très rapidement, c'est clair. Grayscale était un des premiers, mais on a vu que leur business model n'était pas non plus très efficace parce qu'ils fonctionnaient avec un mécanisme de premium et avec le crash, ils n'avaient plus du tout de premium. Donc, tout le monde s'est retrouvé loqué dedans en perdant de l'argent. Et ils prenaient des management fees complètement exorbitants. Je pense que les ETF pour les instituts, ça va être effectivement, pour le moment, ils ne passent pas directement sur CME, par exemple. Qui est le gros volume de futurs sur crypto, sur Bitcoin et Ether. Mais après, oui, les ETF vont prendre une grosse part de marché, c'est clair. Donc, à aujourd'hui, côté marché européen, tu n'as pas un produit qui te permet de t'exposer sur le marché, je parle stock, enfin boursier, quoi, qui te permet de t'exposer au marché crypto comme on a aux États-Unis. Alors, pas encore, non. Je suis en train d'en créer un. Oui, après, il y a tout ce qu'on appelle ETN et ETP donc, qui existent, voilà, donc qui sont une alternative à l'ETF. Mais oui. C'est vrai. Ouais. On en a effectivement, on commence à avoir ça, mais c'est pas des fonds, effectivement. Ouais, et tu peux nous en parler, Stan, peut-être ou... Non, je vous en dirai un peu plus, mais oui, on va faire un véhicule quand ça sera en place, tout ça. Mais... Parce qu'aujourd'hui, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des possibilités assez rapidement de créer un fonds, justement, n'importe qui peut créer ça sur la crypto, hein, mais en restant dans le monde crypto, pas traditionnel. Pas n'importe qui. Je pense que c'est non, ça comme l'AMF, justement, le régime PSAN est assez bien fait. Enfin, je trouve. Ah non, mais pas en France. Je parlais vraiment dans le monde de la crypto. Enfin, pas du tout réglementé. Hein. Je parle vraiment dans le monde encore du Far West crypto, avec des outils en termes de technologie. Il y a des outils qui permettent de prendre les cryptos. Alors, je sais plus, je crois qu'on en avait discuté ensemble, mais de prendre les cryptos et de sélectionner les cryptos que tu veux, et puis de créer finalement ton fonds et derrière d'appeler ceux qui souhaitent y souscrire. Y souscrire, oui, tout à fait. Après, alors, créer. Ça, c'est un truc qui se développe aussi énormément. Je ne sais pas si tu fais référence à ça, mais ça s'appelle les DAO. En fait, il y en a. Tout à fait aussi, ouais, notamment. Ouais. C'est ça. Ça, c'est incroyable. Dans la défi, il n'y a que ça. En fait, c'est des organisations décentralisées pour gérer des fonds, quoi. Et gérer des organisations, gérer des fonds de manière complètement décentralisée, sans entité centrale. Et ça, donc, en gros, ça poule du capital et disponible pour des projets. Voilà. Et en fait, et plus tu détiens de tokens, par exemple sur Curve, c'est ça, plus tu détiens de tokens, plus tu as droit de vote en fait pour décider les rendements sur tel pool, enfin tout, quoi. Là, c'est vraiment la gestion d'actifs de demain. Enfin, pour moi, je ne vois pas comment ça peut pas être ça. Même si en ce moment, c'est complètement le Far West, même technologiquement, c'est hyper risqué, mais c'est clair que moi, les DAO, j'en ai constitué une justement avec un peu pour montrer dans mon coaching. Et c'est super intéressant. C'est pas hyper compliqué à monter. Et après, c'est juste que juridiquement, c'est pas possible. Il n'y a que le Wyoming qui le reconnaît. Et Stan, tu disais donc il y a des ETF aujourd'hui sur le marché américain. Il va y en avoir potentiellement demain sur le marché européen, mais il va y avoir un décalage entre ces ETF-là parce que finalement, ça suit les mêmes currencies, non, derrière.
Ça sera comme un ETF traditionnel. Enfin, je veux dire, le sous-jacent, ce sera les cryptos, sauf que là, pour le moment, le fonds, il investit dans… Quand il y aura des dépositaires, en fait, ce n'est pas encore le cas, mais quand il y aura des dépositaires en Europe, on pourra acheter des cryptos, ils les conserveront et voilà, enfin, on pourra faire une vraie valo. Oui, mais quelle différence on aura du coup entre un ETF américain et un ETF européen? Ah non, je vois pas la même que ce qu'on a actuellement. Enfin, je pense qu'on n'aura pas particulièrement de différence. Ouais, c'est ça. C'était ma question. Non, D'accord. le sous-jacent sera le même. À mon avis, il n'y aura pas de différence. Ça, le sous-jacent sera le même, ouais. Oui, d'accord. Ouais. Une petite question, puisque bon, là, juste peut-être, on arrive sur les dernières questions là, j'imagine. Mais vis-à-vis de la Bitcoin, là, c'est quoi les niveaux à regarder d'après toi, comme tu avais parlé d'Ethereum, mais sur une analyse technique plus précise sur le Bitcoin, comment tu vois les choses éventuellement Non, moi je te dis, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait un vide de liquidité ici. À mon sens, je vois pas avec le momentum qu'il y a en ce moment, je vois pas le Bitcoin non plus s'effondrer trop, quoi. En fait, je pense que si on revient, ça sera, enfin, moi je vois bien ici 50, 51 si on décide de redescendre. Mais en même temps, on a eu un très gros momentum sur les Ethers là récemment. Vous voyez, hier, bon, là ça s'est vachement calmé. Mais si par exemple le S&P repart demain, je ne serais pas étonné que on reparte maintenant à la hausse, c'est une possibilité. Voilà. Faut bien suivre les Ethers, à mon avis, parce que les Ethers, ils drivent le marché en ce moment. Si jamais ils descendent en dessous de cette première ligne-là, pour moi, c'est pas hyper bon. S'ils redescendent en dessous de la ligne de tendance, pour moi, c'est pas terrible, franchement. Mais évidemment, le Bitcoin adore aller là où on l'attend le moins, donc je préfère pas faire de prédictions. Ouais. Complètement. Excellent. Peut-être d'autres questions, si vous voulez. Merci Stanislas. Tu parlais de l'augmentation des frais, du gaz, etc. Quel est aujourd'hui pour créer un token et le lister par exemple sur des marketplaces, la meilleure alternative à Ethereum? Il y en a pas mal, hein, du coup, maintenant. Il y a, alors, ça dépend ce que tu veux faire. Ça dépend de ton projet, mais Solana, Terra sont des bons projets maintenant. Ou alors, tu peux utiliser ce qu'on appelle les Layer 2 d'Ethereum, c'est-à-dire sont des projets à côté, autour, mais qui utilisent la sécurité d'Ethereum. Et donc, tu as par exemple Polygon, tu as Optimism, tu as XDAI, il y en a pas mal maintenant. Et là, pour le coup, ça ne coûte rien, mais c'est aussi sécurisé qu'Ethereum, puisque c'est compatible avec Ethereum. Donc, tu peux faire ça. Il y en a pas mal d'ailleurs qui construisent sur Polygon. Merci beaucoup. Et Stanislas, pour créer une blockchain, quelle qu'elle soit, from scratch, est-ce que techniquement parlant, c'est si compliqué que ça? Ou voilà, est-ce que ça demande vraiment des connaissances techniques approfondies ou pas? Ou alors demain, quelqu'un qui est très bien câblé, il peut regarder un tuto et se créer sa propre blockchain? Alors, il faut avoir des bases quand même de développement, mais par exemple sur Polkadot et sur Cosmos, ils ont des SDK qui sont extrêmement faciles, en fait, extrêmement faciles d'utilisation. On peut créer en gros, ce qu'ils ont, SDK, c'est des librairies où on pioche les différentes parties de la blockchain, on les assemble hyper facilement. Et d'ailleurs, Gavin Woods, qui est le fondateur de Polkadot, avait montré dans une conférence, il avait créé un projet en une demi-heure, il n'avait même pas en 20 minutes. Et il avait démontré, bon, lui, c'est son job, mais je pense qu'il faut être un peu développeur, mais qu'évidemment, ça va se démocratiser de plus en plus. Créer un token, c'est assez simple, hein. C'est vraiment simple. En revanche, oui, créer une blockchain, une infrastructure, voilà. Bon, là, c'est autre chose. Mais oui, c'est vrai qu'un token, on avait fait une démo d'ailleurs avec David Princet, qui était fondateur de ce groupement. Mais ça peut être une expérience sympa, ça d'ailleurs, dans une conférence à mettre en place, si ça intéresse. Parce que je pensais à, je pensais à un projet dans une boîte, quelle qu'elle soit. Demain, une boîte dit tiens, j'ai des données à traiter, est-ce que j'aimerais les avoir sécurisées et que ça soit vraiment bien cadré. Et je voudrais mettre en place finalement une blockchain pour contrôler tout ça. Du coup, l'approche que tu prendrais, ça serait quoi? D'abord sélectionner la techno, tu vois, c'est comment tu dois réagir en termes d'approche. Après, il y a 10 000 questions, en fait, hein, mais si toi, tu veux… ça dépend. Tu vois, il y a des blockchains qui sont décentralisées comme Ethereum, donc tu n'as pas forcément besoin de ça. Tu vois, il y a par exemple, ça, c'est des blockchains ouvertes où tout le monde peut accéder, mais après, tu as aussi des blockchains fermées qui ont juste la technologie
Et par contre, il n'y a pas de réseau. Tu choisis les gens qui peuvent intégrer. Et ça, généralement, les entreprises, elles utilisent ce type de blockchain parce qu'ils ont juste une technologie. Elles sont d'ailleurs beaucoup plus performantes puisqu'il y a moins de problématiques de sécurité. Évidemment, tu connais tout le monde. Tu connais toutes les personnes qui rentrent. Et donc, en gros, les boîtes, elles utilisent ça. Tu vois, tu peux aller voir sur Hyperledger, Corda. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle les blockchains privées ou les blockchains de consortium. Alors, il y en a une qu'on a d'ailleurs invité sur le Zoom de blockchain HEC là, qui s'appelle Hedera Hgraph, qui n'est pas tout à fait une blockchain, mais plutôt sur un concept de DAG, mais qui est vraiment intéressante. Je recommande la vidéo. Avec Greg Sculler, qui était lead développeur et qui a vulgarisé sa présentation de manière brillantissime. Ok, je vais regarder la vidéo. Merci. Cette vidéo est disponible sur oui, quoi, David? blockchain-hec.com. Okay, Je vous mets le... Ouais. Et il y avait aussi la question de Fanny qui demandait pour la sécurisation des fonds. Je pense que là, tu voulais parler de Ledger ou des trucs comme ça, non, pour avoir des wallets privés. Ah oui, la question. C'est Fanny qui avait... Ah, j'ai pas vu, moi. Là. Non, la deuxième question, tu sais, de Fanny. Oui, j'ai posé 2 questions dans ma question. Vous voulez savoir comment sécuriser les fonds des clients potentiels oui, il y avait effectivement, là, vous pouvez utiliser des assurances décentralisées où vous pouvez, initialement, c'est de la diversification, hein, c'est le meilleur remède. Sinon, il y a effectivement des assurances décentralisées qui fonctionnent exactement de la même manière, c'est des pools. Et si vous êtes victime d'un hack, ces pools vous indemnisent. Et non, il parlait aussi, tu sais, des manières un petit peu plus classiques avec le cold wallet, le hard wallet, qui sont soit effectivement comme des clés USB, le Ledger, qui est d'ailleurs une des belles sociétés françaises dans le monde de la crypto, utilisée aussi par des hedge funds ou des particuliers. Hein, ça vraiment, on touche tous les... Et effectivement, ça permet de bien sécuriser ces fonds et de manière, comment dire, décorrélée du réseau, quoi. Mais demain, s'il y a des ETF effectivement qui poussent là-dessus, des fonds ETF, de facto, le fait de passer par ces fonds-là, on s'immunise contre ce risque-là, non, ou pas nécessairement? Ah oui, complètement. Ouais. Parce que là, c'est l'avantage de passer par ça. C'est le fonds qui gère effectivement toute la partie custody. Ouais. C'est ça. Après, c'est vrai que... Vas-y, je t'en prie. Non, juste savoir une idée du timing. Quand est-ce qu'on prévoit un fonds ETF accessible en Europe? Pas la moindre idée. Je ne vais pas vous dire. Non, on ne sait pas. Ça va arriver. Ouais. Il y a un fonds qui va se monter à Guernsey, donc Jacobi Asset Management. Regarde ça. Donc, ça va être annoncé bientôt avec 2 développements en ETF l'année prochaine. Mais clairement, comme disait Stan, franchement, c'est la première chose qui va être développée en masse pour les institutionnels et les retail. D'accord. Sinon, on attendra le TF de Stanislas directement. Ouais. Exactement. Bonne idée. Et donc, celui-ci est prévu pour quand alors? Tu dois savoir, non, Stan? Ça va dépendre de l'AMF, mais potentiellement, 2022. En tout cas. 2022 Bon, très bien. Avant l'été, j'espère. Magnifique. Premier semestre. Excellent. Ouais, voilà. Très bien. Ok, merci beaucoup. Merci infiniment, Stan. Merci beaucoup. Et puis, je vous donne rendez-vous. On s'était dit toutes les 2 semaines. Alors après, ça varie, mais on essaye de maintenir le cap dans 2 semaines. Ça te va, Stan? Ouais, mais on fait un point tous les mois, on a dit. Tous les mois, c'est tous les mois. Ouais, c'est ça. Moi, ça me va très bien. Bon, super. Et si on a des sujets chauds à vous soumettre avant pour essayer de faire un petit agenda, par exemple, les stablecoins, c'est un sujet super important. Okay. Est-ce que... Si vous voulez, j'ai un coup. Ouais, non, mais je vais en parler soit sur ma chaîne, soit dans un coaching. Okay. Vous pouvez. Après, c'est des sujets dans tous les cas, juste pour vous tenir au courant. Concrètement, on a 4 gros enjeux, gros événements l'année prochaine. On a donc la DeFi, on a les NFT et la gamification, on a la Green Blockchain et puis on a les DAO justement. Mais effectivement, si vous avez des sujets à soumettre comme les CBDC, avec grand plaisir c'est un des sujets qu'on souhaite présenter. On n'a pas encore la date, mais ça va venir. Donc effectivement, Stan, peut-être qu'une table ronde sur le sujet avec d'autres speakers pourrait faire sens aussi. Ouais, voilà. Sachez aussi, juste en dernier point,
on organise un gros événement dans la continuité de ce qu'on appelle les NFT Miami, NFT New York. Donc, c'est le NFT Paris, qui est le 22 janvier, qui sera à Station F pendant toute la journée, avec une line-up avec plein de grands speakers pendant toute la journée, donc au sous-sol des tables rondes. Et puis, au rez-de-chaussée, il y aura plein d'activités des expositions de NFT, mais aussi des cas pratiques. Donc, je vous invite, 22 janvier. Ouais. C'est un samedi, donc? C'est un samedi, a priori. Ouais. Attends. C'est ça, exactement. Toute la journée, c'est ça, tu dis? C'est toute la journée, ouais. D'accord. Donc, c'est toute l'équipe. Bon, Blockchain HEC, bien sûr, est co-organisatrice. Et donc il faut s'inscrire sur le site Blockchain HEC. On s'inscrit comment? Les inscriptions, en fait, seront sur le site. Pour l'instant, le communiqué vient juste de partir. D'accord. Et donc, la place en tant que participant sera entre 50 et 60 €. Pour vous dire, on ne cherche pas forcément comme d'autres événements sur les NFT. Aujourd'hui, on voit des prix exorbitants. Là, c'est plus justement pour vulgariser, éduquer. Donc, on peut payer en crypto? C'est une possibilité, je crois pas, mais en Ether. Bon, excellent. Peut-être d'autres questions vis-à-vis de Stan, on peut te. Moi, je vais être obligé de. Je suis désolé, il va falloir que j'aille. D'accord. Et nous, on a toutes les vidéos de